Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité et aux actions de l'Union africaine. L'industrie maritime africaine génère actuellement une valeur estimée à environ 1000 milliards de dollars américains par an, englobant divers secteurs tels que la pêche, le transport maritime, entre autres. L'économie bleue touche directement 38 pays côtiers et 6 îles du continent. Bien que ce potentiel soit considérable, les experts soulignent plusieurs enjeux dans l'optique du développement de ce secteur sur le continent africain. Plus de précisions avec Fraterno Ndassiya Senga. C'est l'une des industries qui peut insuffler de la vie dans l'économie africaine avec un potentiel énorme. L'industrie maritime africaine pèse 1000 milliards de dollars américains par an, mais selon des experts en la matière, elle fait face à d'innombrables menaces, notamment la pêche illicite non déclarée et non réglementée et d'autres vols de ressources naturelles, ainsi que la piraterie et les vols à main armée en mer. La piraterie commence vraiment en 2004. On a eu des attaques de piraterie au Gabon, des épiceries avaient été braquées par des individus venant de la mer. Et ça s'est propagé un peu plus dans l'état de Sao Tomé aussi. Le Cameroun avait subi beaucoup d'attaques au cours des années 2007-2008. Des banques avaient été braquées avec des assaillants venant de la mer. La Guinée équatoriale aussi avait subi les mêmes attaques jusqu'aux annexes de la présidence qui avaient été attaquées par des assaillants qui venaient de la mer. Alors le phénomène avait pris beaucoup d'ampleur. Et il fallait nécessairement réagir pour y apporter une solution. Pour comprendre le potentiel économique de l'industrie maritime sur le continent, il faut savoir que plus de 90% des exportations et importations africaines passent par l'eau. Également appelée économie bleue, cette industrie renferme l'ensemble des activités liées à la pêche, les minéraux, les hydrocarbures, le tourisme et le commerce. Ça me paraît extrêmement important qu'il y ait une synergie qui soit organisée au plan international pour lutter contre la piraterie. Parce que tout le monde en est victime. Vous savez qu'un phénomène comme la mondialisation n'est possible que si on peut circuler facilement en mer. Et s'il y a des menaces, c'est l'activité économique au plan mondial qui va en prendre un coup. Pour arriver à assurer une sécurité maritime optimale, certaines des actions à prendre en considération incluent la formation des agents de sécurité maritime dans plusieurs domaines et au niveau de tous les pays côtiers. Quelques pays sont plus avancés que d'autres, mais il est urgent d'harmoniser les formations et de partager les expériences pour mieux avancer ensemble selon des spécialistes. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, des initiatives d'ordre juridique, institutionnel et opérationnel ont été entreprises, notamment l'adoption par certains pays de nouvelles stratégies de défense et de sécurité, l'acquisition de moyens navals d'intervention, la mise en place d'une architecture de coordination des opérations maritimes, le CIC, le CRESMAC, le CRESMAO, j'en passe. En outre, la lutte contre la criminalité maritime ne peut être efficacement menée que si les acteurs engagés dans l'action de l'État en mer disposent d'une formation technique et opérationnelle adéquate. L'industrie maritime africaine touche directement 38 pays côtiers et 6 îles. Les menaces maritimes compromettent considérablement les progrès socio-économiques du continent, notamment la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Elles alimentent également la violence et la corruption. Avec une valeur ajoutée de plus de 24 milliards de dollars, soit 1,26% du PIB des États, l'économie bleue est un levier essentiel pour la croissance économique et la préservation de l'environnement en Afrique, selon l'agenda 2063 de l'Union africaine. Néanmoins, son développement est entravé par des défis environnementaux majeurs tels que la pollution plastique et l'absorption significative de dioxyde de carbone par les océans. Pour faire face à ces défis, l'Union africaine a élaboré la stratégie intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050, visant une gestion durable et résiliente de l'économie maritime sur le continent. Nathalie Mo.
Plus de 12 millions de personnes travaillent dans le secteur de la pêche qui assure la sécurité alimentaire de plus de 200 millions d'Africains. Avec une valeur ajoutée de plus de 24 milliards de dollars, soit 1,26% du PIB des États, l'économie bleue apparaît comme un outil de stimulation de la croissance économique et la protection de l'environnement en Afrique, selon l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le domaine maritime africain offre à toutes les nations du continent de grandes possibilités de croissance à travers 38 États côtiers et insulaires et un littoral de plus de 47 000 km. L'Afrique, avec son vaste littoral, ses abondantes ressources maritimes et ses nombreux États insulaires, occupe une position unique dans la sphère de l'économie bleue mondiale. Nos océans et nos mers sont non seulement une source de subsistance pour des millions de personnes, mais ils constituent également un pilier essentiel du développement durable et de la résilience climatique. Il est donc impératif que nous reconnaissions l'immense potentiel que recèlent nos systèmes marins. Le commerce international joue un rôle crucial dans de nombreuses économies africaines, avec plus de 90% des importations et des exportations effectuées par la mer. La consommation de poissons en Afrique progressera de 30% les 10 prochaines années, selon les Nations Unies. Cependant, le continent ne contribue que pour 5% aux échanges mondiaux de ce secteur. La pêche pourrait, contre d'autres opportunités offertes par l'économie bleue, profiter de la zone de libre-échange continentale africaine pour son expansion. Dans les pays comme Djibouti, nous dépendons notamment de la logistique du port. De par notre position stratégique, il est très important de diversifier l'économie. C'est pourquoi Djibouti a élaboré notre plan de vision pour 2035. Dans cette vision, nous devons développer d'autres secteurs comme le tourisme, car nous avons des opportunités comme la pêche. L'essor de l'économie bleue se heurte à des défis environnementaux importants. Il est estimé que plus de 8 millions de tonnes de plastique achèvent leur course chaque année dans la mer, causant un empoisonnement tellurique des produits halieutiques. Par ailleurs, les océans et les mers absorbent environ 25% des émissions supplémentaires de dioxyde de carbone dues aux combustibles fossiles. Les pouvoirs publics prévoient des mesures accélérées fondées sur les principes d'équité, de résilience et de gestion de l'environnement pour une gestion durable et résiliente de l'économie maritime sur le continent. Poursuivant nos engagements en faveur de la protection de la biodiversité et des ressources des océans en luttant contre la pollution plastique, mais aussi en renforçant la lutte contre la pêche illégale dans un cadre concerté avec l'ensemble de nos partenaires que nous atteindrons nos objectifs de développement durable. L'Union africaine a élaboré la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Elle offre un vaste cadre de protection et d'exploitation durable de l'espace maritime africain pour la création de richesses. La mise en place de la zone exclusive maritime commune de l'Afrique est l'un des objectifs de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans. Grâce à l'installation de cette zone, l'Union africaine se verra constituée comme une entité côtière inclusive. Selon l'aspiration numéro 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine, les femmes doivent bénéficier d'une autonomie et jouer le rôle qui leur revient dans toutes les sphères de la vie. Cependant, en 2021, la Commission de l'Union africaine pour le droit international a recensé 4000 cas de violence basés sur le genre à l'endroit des femmes. Malgré ces chiffres, l'émergence d'un véritable leadership féminin moderne sur le continent n'est plus à démontrer. Un reportage de Catherine Gombe. La violence faite aux femmes et aux filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues au monde et qui interpelle l'opinion publique sur l'effectivité des droits fondamentaux des femmes et des filles. Les chefs d'État et de gouvernement africains conjuguent leurs efforts pour éradiquer toute forme de discrimination à l'égard de la femme et de la fille, en particulier la violence sexuelle en période de conflit et de catastrophes humanitaires. Selon la Banque africaine de développement, l'égalité des genres pourrait entraîner une augmentation de 10% du PIB sur le continent, soit 316 milliards de dollars d'ici 2025. We are on the path that sets us to achieve
Nous sommes sur la voie de l'égalité des sexes sur le continent et cela passe bien sûr par la réalisation de l'aspiration numéro 6 de l'agenda 2063 qui parle d'un développement africain axé sur les personnes et centré sur le potentiel des femmes et des jeunes. 2024 est une année politiquement chargée pour le monde entier et particulièrement pour le continent africain. Sur les 10 scrutins majeurs prévus cette année, 8 sont encore à venir, présidentielles, législatives, régionales ou élections générales. En cette année de renouvellement politique, la place des femmes au pouvoir reste plus que jamais un sujet d'actualité. Selon le rapport de janvier 2024 de l'Union interparlementaire, les femmes en Afrique subsaharienne représentent seulement 27,3% des parlementaires. Des chiffres que les membres des réseaux de femmes et de la division de la politique de développement en matière de femmes et de genre de la Commission de l'Union africaine aimerait voir à la hausse. Il y a différentes raisons pour lesquelles la mise en œuvre est lente. Et l'une d'entre elles est que les gouvernements n'allouent pas les ressources adéquates à l'égalité entre les femmes et les hommes, quel que soit leur engagement, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'accès aux soins de santé, de l'accès aux différents droits que les femmes devraient obtenir. Ils ont besoin de ressources pour être mis en œuvre. Les efforts collectifs des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont mené à l'émergence en 2021 de la déclaration de Kinshasa stipulant l'élaboration de la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, la participation active et le leadership des femmes et des filles dans toutes les sphères politiques, sociales, culturelles et économiques du continent devant promouvoir une émancipation complète et totale. La stratégie en matière de genre nous aidera à nous assurer que nous allions jusqu'au niveau de la forêt parce que c'est là que c'est important. Quand on voit les femmes dans les zones rurales, on voit qu'elles ont besoin de leadership dans l'agriculture par exemple. Elles sont là et elles ont les connaissances, mais nous devons les aider à jouer ce rôle de leader. 29 ans après la conférence de Pékin en 1995 qui a marqué un tournant décisif dans l'agenda mondial pour l'égalité des sexes, les droits des femmes en Afrique sont menacés, mais le sommet de 2020 de l'UA a proposé diverses plateformes et opportunités destinées à permettre aux femmes et aux filles africaines de mobiliser des soutiens pour la déclaration à l'effet que les années 2020 à 2030 constituent la nouvelle décennie pour l'inclusion financière et économique des femmes. Dans le reste de l'actualité, au Soudan du Sud, l'ONU appelle à des mesures urgentes afin de permettre la tenue des élections en fin 2024. Au Nigeria, un nouveau vaccin contre la méningite a été lancé selon l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique, les travaux pour la construction d'un oléoduc visant à relier les champs pétroliers angolais à la Zambie ont été lancés, ceci afin de booster le commerce régional. En marge des élections prévues en décembre 2024, le Soudan Sud a lancé un programme d'inscription des électeurs malgré les incertitudes des parties prenantes sur la transition démocratique du pays. Face à cette situation, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a le 17 avril 2024 invité les autorités soudanaises à prendre des mesures adéquates pour que le scrutin puisse se tenir. Un appel lancé suite aux conclusions du rapport d'évaluation de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud. Les parties prenantes sud-soudanaises avaient un besoin urgent de compétences et d'assistance sur les plans techniques, juridiques et opérationnels pour que les élections puissent se tenir en décembre 2024. Le Nigeria a introduit un nouveau vaccin contre la méningite vendredi 12 avril 2024, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Il devient ainsi le premier pays au monde à l'introduire. Selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le nouveau vaccin pourrait changer le cours de la maladie, empêchant de nouvelles épidémies et en sauvant de nombreuses vies. Il a également souligné que l'arrivée de ce vaccin au Nigeria rapproche l'institution de son objectif d'éliminer la méningite d'ici 2030. Ce nouveau vaccin offre une protection puissante contre 5 principales souches de bactéries méningocoquiques en une seule injection. Le Nigeria est l'un des 26 pays d'Afrique où la méningite est hyper-endémique. Le gouvernement angolais a annoncé le démarrage imminent des travaux pour la construction d'un oléoduc stratégique.
Ce projet, qui prendra son envol au second trimestre 2024, vise à réaliser les champs pétroliers angolais à la Zambie. Selon l'ambassadeur zambien Lawrence Chalungumana, cet oléoduc devrait permettre d'acheminer quotidiennement environ 200 000 barils de carburant vers la Zambie. Ce pipeline, dont les études techniques sont achevées, devrait non seulement renforcer l'approvisionnement en produits pétroliers de la Zambie, mais aussi stimuler l'exportation angolaise. L'infrastructure intégrera le corridor de Lobito, qui englobe des développements routiers et ferroviaires pour faciliter le commerce entre l'Est et l'Angola et la province de Mexico en Zambie, ainsi que le renforcement des échanges avec des nations avoisinantes. Les États-Unis restent un important partenaire politique et économique pour l'Algérie. Les deux pays ont pendant longtemps collaboré sur des questions régionales et internationales, à l'instar de la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité en Afrique du Nord, au Maghreb en particulier. Les États-Unis disposent de la plus grande part d'investissements directs étrangers en Algérie, avec plus de 6 milliards de dollars américains en 2020, selon Elisabeth Aubin, ambassadrice des États-Unis en Algérie. Amen Edji nous en dit plus. Les liens entre l'Algérie et les États-Unis sont influencés par des intérêts politiques, économiques et sécuritaires. Basés sur des relations diplomatiques établies depuis plusieurs décennies, les deux pays coopèrent dans divers domaines tels que la sécurité, l'énergie et le commerce. En 2021, les États-Unis sont arrivés à la 6e place des partenaires économiques de l'Algérie, avec un volume d'échanges commerciaux s'élevant à 2,6 milliards de dollars contre 6,1 milliards de dollars en 2020. On assiste à un mouvement dynamique pour le secteur commercial en Algérie. On le voit à travers les chiffres. En 2020, le taux des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Algérie a atteint 1,2 milliard de dollars. En 2021, malgré la pandémie de coronavirus, ce chiffre a grimpé à 2,6 milliards de dollars. Le commerce entre les deux nations, en particulier dans le secteur des hydrocarbures, a également augmenté de façon exponentielle et poursuit une bonne tendance. En outre, la coopération dans le domaine militaire a été significative, en ce sens que l'Algérie aujourd'hui participe à un grand nombre d'exercices communs et fait partie intégrante du système de sécurité que les États-Unis ont mis en place dans les pays du Maghreb Sahel. Nous sommes d'accord avec l'Algérie sur de nombreuses questions régionales et nous essayons donc de travailler encore plus étroitement avec l'Algérie pour résoudre certains des problèmes très difficiles qui se posent actuellement dans le voisinage, au Sahel et bien sûr en Libye, au Sahara occidental dans l'ensemble. En vue d'approfondir leur partenariat de longue date, Alger et Washington, lors de la 6e session du dialogue stratégique entre les deux États qui s'est tenue le 11 octobre 2023, ont mis l'accent sur de nouvelles perspectives. Nous avons réouvert notre ambassade à Kiev et nous travaillons sur cette base de neutralité entre les deux pays, la Russie et l'Ukraine. Et nous avons de bonnes relations avec les deux parties. Nous avons commencé dans le cadre de la Ligue arabe à promouvoir une sorte de médiation au nom de la Ligue arabe pour résoudre ce problème ou trouver la solution à ce conflit. Et maintenant, lors de la dernière visite du président de la République en Russie, il a également proposé sa médiation et nous discutons avec les deux parties pour voir comment nous pouvons contribuer à la paix dans la région. La coopération sécuritaire et la lutte commune contre le terrorisme sont la pierre angulaire des relations américano-algériennes, les deux pays étant la quête de la stabilité en Afrique du Nord et au Sahel. La capitale de l'Iran, Téhéran, va accueillir du 26 au 29 avril 2024 les ministres de l'économie de plus de 40 pays africains lors du 2e sommet international Iran-Afrique, a annoncé Mohamed Sadek Ghanazadeh, directeur général du département Afrique du TPO. Le gouvernement iranien s'est engagé à renouer des liens plus robustes avec l'Afrique et à augmenter les échanges commerciaux. L'Iran a exporté 2,452 millions de tonnes de produits d'une valeur de 1,183 milliards de dollars vers 49 pays africains au cours de l'année écoulée, soit une baisse de 1%, et a importé 82 888 tonnes de produits d'une valeur de 95,316 millions de dollars en provenance de 23 pays africains, soit une croissance de 59% sur un an, selon Rouhollah Latifi, porte-parole de l'administration des douanes de la République islamique d'Iran.
La Gambie organise le 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique les 4 au 5 mai 2024 à Banjul, la capitale. Le sommet islamique prend des décisions politiques et fournit des orientations sur toutes les questions relatives à la réalisation de ses objectifs tels que prévus par la charte de l'OCI et examine d'autres questions intéressant les États membres et la Oumma. Ces projets prioritaires ont été identifiés par le secrétariat gambien de l'OCI. Il s'agit des projets concernant la sécurité, la santé, l'eau et l'électricité entre autres. Avec 57 États membres répartis sur 4 continents, l'OCI est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale au monde après les Nations Unies, avec une population collective atteignant plus de 18 milliards. Le sommet africain sur les engrais, les sols et la santé va se tenir du 7 au 9 mai 2024 à Nairobi au Kenya, au centre de conférence internationale Kenyatta. Une annonce faite par la direction de l'information et de la communication de la Commission de l'Union africaine. L'objectif du sommet est de rassembler toutes les parties prenantes concernées pour souligner le rôle crucial des engrais et de la santé des sols dans la stimulation d'une croissance durable, de la productivité favorable aux pauvres dans l'agriculture africaine et de convenir d'un plan d'action africain pour les engrais et la santé des sols. Le sommet devrait rassembler les chefs d'État africains, de hauts responsables gouvernementaux, de hauts décideurs politiques, des acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile. Marcel Ondélé a été nommé secrétaire général de la Commission bancaire de l'Afrique centrale à l'issue d'une session extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC le 9 avril 2024. Il succède au centrafricain Maurice Christian Ouanzin. Riche d'une longue expérience dans les institutions communautaires, le financier congolais devrait faire face aux nombreux défis de régulation du marché bancaire de la sous-région. Son portrait avec Mildred Yamo. Une renaissance de l'espoir. Nommé secrétaire général de la Commission bancaire de l'Afrique centrale COBAC le 9 avril 2024, au sorti d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, Marcel Ondélé devrait mettre en œuvre une nouvelle vision stratégique du secteur bancaire de la zone CEMAC. Le mandat du financier congolais intervient dans un contexte où l'espace communautaire engage d'importantes réformes afin de stabiliser son système financier. Le nouveau secrétaire général de la COBAC devrait faire face aux nombreux défis de régulation du marché bancaire de la sous-région. La CEMAC peut performer sur un certain nombre de domaines. Il y a la volonté. Je pense que nous avons la force, l'intelligence nécessaire de pouvoir conduire nos projets, de pouvoir les amener à maturité, de pouvoir espérer que nos populations vivent mieux. Secrétaire général adjoint de la COBAC jusqu'à sa nomination, Marcel Ondélé succède au centrafricain Maurice Christian Ouanzin au poste de secrétaire général de la COBAC. Marcel Ondélé jouit d'une expérience dans les institutions communautaires. Pendant 9 ans, il a été secrétaire général de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale COSUMAF. En 2018, il a été porté au poste de vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, avant de rejoindre la commission bancaire en juin 2023. Le besoin de financement de la CEMAC est immense. C'est un besoin de financement qui doit aller sur des projets intégrateurs, qui doit aller sur les besoins du secteur privé, qui doit aller sur d'autres projets étatiques. Titulaire d'un DEA en droit et économie du développement et d'un master en organisation et audit des opérations de marché, Marcel Ondélé devrait notamment travailler à accentuer les contrôles auprès des établissements de crédit de la CEMAC et adopter des mesures correctives contre toute violation des réglementations bancaires. Il devrait également œuvrer à contraindre les banques sous-capitalisées de mettre en œuvre des plans de recapitalisation crédibles pour se conformer aux exigences réglementaires et réduire l'exposition des assujettis aux risques souverains dans la zone communautaire. Il faudrait que les Africains aujourd'hui se prennent en main pour pouvoir financer leur destin, de développement. On peut faire quelque chose en continuant notre propre force. La COBAC est l'organe régulateur du secteur bancaire dans la zone CEMAC. Pour les experts financiers, la nomination de Marcel Ondélé au sein de l'institution marque une étape importante dans la stabilisation des institutions financières de la sous-région.
C'était l'African Union Journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.